Alors, rebonjour, on va accueillir aujourd'hui Emmanuel qui va nous parler d'optimisation dans un monde où de toute façon avec l'IA en ce moment ça devient n'importe quoi. La consommation de tokens, d'énergie, de tout ce qu'on veut. Donc on va essayer de revenir sur quelque chose d'un peu plus sain grâce à Emmanuel. Merci. Merci à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors on a optimisé aussi le jingle, on n'a eu que la fin. Tu l'as. Du coup, je viens vous parler d'optimisation de performance et mon pitch c'est un petit peu bénéfice ou sacrifice et essayer de vous montrer à quel moment on peut faire les choses et de toute façon on va y gagner un max ou à quel moment on va sacrifier des choses. Je vous propose, après ça, si vous êtes dans la salle, normalement vous êtes plutôt sensible à l'impact du numérique. Levez la main. Ouais, cool. Vous êtes convaincu qu'on peut faire mieux avec les outils qu'on a? Ouais. Vous savez comment faire? Ok. Bon, je vais essayer d'avoir un tout petit peu plus de mains levées à la fin de cette session. Peut-être vous dire un mot de plus sur qui je suis. Donc moi c'est Emmanuel Lin, c'est mon prénom, tout le monde c'est mon nom de famille. Je fais du delivery dans des contextes data ou modèles intensifs. Donc je suis plutôt monde Python, tout ça, je vais un peu parler de Python. Pour ceux qui sont moins Python, désolé, mais les concepts je pense s'appliquent quand même. Et j'aime bien m'inspirer des meilleures pratiques pour les appliquer à mes projets. Et puis après ça je fais des confs, j'essaie de raconter les choses, d'écrire des articles. Le début de mon talk, c'est pas du contenu qui est de moi, c'est d'un collègue, quelqu'un que vous connaissez peut-être, Tristan Nito, qui était notamment cofondateur de Mozilla Europe. Il a fait pas mal de choses dans sa carrière dans le numérique. Et maintenant, il s'intéresse beaucoup à l'impact du numérique sur les sociétés, dont l'impact du numérique d'un point de vue écologique. Et son pitch, c'est le suivant, c'est que si on prend à un instant T le numérique, on a de la puissance de calcul, partie hardware, et puis on a un usage actuel qui est normalement légèrement inférieur, mais pas beaucoup. Et tous les 2 ans, ce qui se passe, c'était la loi de Moore, que vous connaissez très probablement, on multiplie par 2 la puissance de calcul produite. Donc on a 2 fois plus de puissance de calcul. Ce qu'on se dit, c'est qu'on peut faire 2 fois plus de choses. En fait, non, on a besoin de 2 fois plus de puissance de calcul pour faire la même chose. Ça s'est vu par exemple avec la suite Office ou Teams qui me rend régulièrement fou, qui prend de plus en plus de mémoire de CPU. Le setup minimum est très important. Et ça, c'est la loi de Wirth. En gros, on pourrait dire que ce que Intel te donne, Microsoft le reprend instantanément. Ok ? Le truc, c'est que ça a un impact très important sur la planète. Et en fait, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que l'impact du numérique, en particulier en France, est très majoritairement au moment de la fabrication. Au moment où on construit des nouveaux hardware, c'est là qu'on a un impact le plus important. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va aller extraire des minéraux de la Terre, qu'on va les raffiner pour pouvoir construire nos hardware. Et du coup, les ressources, c'est 100% au moment de la fabrication, et les ressources en l'utilisation de l'eau et l'émission de gaz à effet de serre, c'est très principalement au moment de la fabrication. On utilise bien sûr la majorité de l'énergie au moment de l'utilisation, mais en France, on a une énergie qui est plutôt très décarbonée, et du coup, ça représente assez peu de gaz à effet de serre par rapport à la fabrication. Donc en gros, il faudrait qu'on puisse utiliser le même hardware plus longtemps, plutôt que de... c'est plus intéressant que de moins utiliser l'hardware qu'on a, ou de créer des hardware qu'on utilise qui consomment moins. Ok ? Donc ce qu'il a proposé, et là c'est la proposition de Tristan, c'est la loi de Hiroum. Alors vous reconnaissez le nom de Moore à l'envers, il s'est même amusé, j'ai repris son truc à prendre monsieur Moore et lui inverser la tête. Son pitch, c'est d'optimiser le logiciel d'un facteur 2 tous les 2 ans. Plutôt que de multiplier la puissance par 2, on divise par 2 la puissance nécessaire pour faire tourner le même logiciel. Okay. Donc l'an dernier, il me fallait 100 mégas de RAM pour faire tourner le truc. Cette année, comment je fais pour que ça rentre dans 50 mégas? Ok. Alors il a même trouvé quelque chose à dire pour le Hiroum, donc effort radicalement organisé d'optimisation en masse. Donc en gros, l'idée, c'est plutôt que de multiplier par 2 à chaque fois en rajoutant du grid, c'est diviser par 2 l'utilisation actuelle pour pouvoir du coup mettre des besoins futurs. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une idée qui m'a plu, sinon je ne vous en parlerai pas. Elle me plaît pour plein de raisons. Il y a le côté, ça sert l'utilisateur. Si on divise par 2 la puissance, il y a moyen que ça aille beaucoup plus vite, que ce soit vachement plus sympa en termes d'expérience utilisateur. D'ailleurs, ça va être plus sympa aussi en termes d'expérience développeur, puisque mon code va tourner vachement plus vite, mes tests vont tourner plus vite, ma CI va aller plus vite, tout ça a l'air vachement plus sympa, j'ai envie d'avoir mon feedback plus rapide. Ça me pousse à l'expertise parce que, on va le revoir tout le long de ce talk, en fait, je vais chercher à mieux designer mes applications pour faire des choses plus performantes. Et donc, bien apprendre des choses. Et il y a la partie, c'est un impact écologique, et c'est pas de l'écologie punitive, c'est pas de l'écologie en mode il faut pas faire, c'est de l'écologie en mode on va trouver de la place dans le placard pour pouvoir mettre tes nouveaux usages, et ça me plaît pas mal. Tac.
Alors j'en viens maintenant à peut-être mon contenu. Mon expérience, pour en avoir discuté, pour l'avoir mis en place, me convainc que les 10 premières années du Verum, donc divisé par 32 la puissance de calcul nécessaire, est complètement atteignable, accessible dans nos organisations. J'y crois complètement, je pense même que c'est assez facile. Les 10 années suivantes seront peut-être un peu plus dures, mais là, la première division par 32, franchement, on va s'en sortir. Et ce talk, c'est de vous illustrer un petit peu comment on peut faire à l'échelle d'un projet. Okay. Ma proposition, c'est la chose suivante, c'est que de représenter toutes les optimisations qu'on peut faire sur cet axe, sur cette grille. Sur l'axe des abscisses, j'ai mis la performance du code, donc plus je vais par là, plus il est performant. Et sur l'axe des ordonnées, on peut mettre n'importe quoi comme critère. La lisibilité du code, la maintenabilité du code, la disponibilité des compétences pour maintenir ce code, l'expérience utilisateur, et je suis convaincu qu'à chaque fois, on va avoir ce genre de courbe, alors elles vont toutes être décalées en fonction de votre axe, une courbe qui, au début, si j'optimise la performance de mon code, ben, en fait, mes autres critères vont s'améliorer. Ça va être plus sympa. Entre un code super mal écrit et un code bien écrit, il va sans doute être plus performant et en plus plus lisible. Okay. Donc c'est une forme de généralisation, on adopte tous les standards de marché, et puis après ça, il y a une phase de choix conscient, c'est-à-dire que je vais mettre en place des choses qui vont gagner en performance, mais vont peut-être dégrader certains autres axes. Par exemple, si je mets un cache, bah, du coup, je vais gagner probablement en performance, mais je sais que le debug risque d'être un peu plus compliqué. Okay. Donc là, je vais avoir toute ma courbe de choix conscient ou de spécialisation. Je vais adapter mon logiciel parfaitement à mon contexte. Ça vous va ? On va aller explorer plusieurs leviers, donc l'architecture, le stockage des données, le code, et puis il y a un dernier levier, l'algorithmique, on va moins creuser, parce qu'en fait, souvent on utilise des librairies qui ont déjà fait ça. Perso, ça fait longtemps que je n'ai pas implémenté un sort. Donc je vais m'intéresser surtout à la partie du. Alors j'avais écrit ça, puis j'ai dû ajouter cette slide, parce que je l'ai écrit avant décembre 2025. Bon, depuis décembre, maintenant on fait de l'agentic engineering partout, du vibe coding partout. Ça tire deux choses. Il y a l'explosion du nombre de GPU qu'on utilise. Donc là, ils produisent des GPU à balles, Nvidia vaut beaucoup. On en a besoin beaucoup pour de l'inférence et de l'entraînement. Malheureusement, si leur impact existe, le marché n'est pas très mature et c'est dur d'avoir des stats sur le nombre de GPU qu'on a produit, la dynamique, l'impact, etc. Et le marché se cherche encore. Il y a aussi beaucoup de promesses d'achat dans 5 ans, mais en vrai, si le marché se casse la gueule avant, ils annuleront les promesses et puis ça n'aura pas lieu. Donc ça, je ne vais pas trop en parler. Par contre, je vais aborder quand même toute la partie application qu'on vibe code ou qu'on agentic engineer, deux termes de Andrei Karpathy. Vibe coding, c'est vraiment en mode YOLO, fais ta vie. Agentic engineering, c'est un peu plus réfléchi. Ça nous accélère le développement, donc on produit plus de choses, parfois plus de protos qui vont à la poubelle. Et ça, j'ai envie d'en parler dans ce talk. Ok ? Alors, je vous propose de rentrer dans le concret avec une première application dont vous vous souvenez sans doute, c'était en 2021, c'était Covid Tracker. C'était Guillaume Rosier qui avait proposé ça au moment du Covid, suivre le nombre de cas de Covid dans le temps et d'évaluer ça. Pourquoi ça m'intéresse ? Parce que, a priori, ça vous parle à tous, c'est une application grand public, il y avait des millions d'utilisateurs et ça a agrégé pas mal de données. Et donc la tâche, c'est d'aller requêter plein de systèmes opérationnels, de remonter les données, les agréger et puis d'afficher ça à l'utilisateur. Ok ? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de designer ensemble l'architecture de cette application, via différents schémas. Alors, hop, j'avais oublié celle-là. Avant de rentrer un tout petit peu plus dans le détail, je vais vous faire un petit rappel de vos cours d'informatique, probablement en début d'études, voire au lycée, je ne sais plus, sur ce qu'on appelle la complexité algorithmique, vous savez, les O de N, dans quelle dynamique ça va mon code. Est-ce que quand j'ajoute des utilisateurs, ça explose en O de N cube, par exemple ? Ou est-ce que c'est linéaire, j'ai une belle courbe en O de N, ou est-ce que c'est un logarithme en log de N ? Ce qu'on cherche, bien sûr, c'est d'avoir des trucs qui grandissent pas trop vite, en particulier pour les systèmes qui vont vite, qui vont avoir beaucoup d'utilisateurs, parce que sinon, on va consommer beaucoup. Allez, j'ai tout pour vous en parler. Premier design, sans doute d'ailleurs celui que mon agent de code vibe coderait assez facilement, ou que j'aurais peut-être pu coder si je n'avais pas trop réfléchi. Donc moi, utilisateur, j'ai envie de savoir ce que j'ai, les statistiques du Covid. Qu'est-ce qui se passerait ? Je pourrais appeler mon front-end. Mon front-end récupère des données agrégées et construit le graphique. Pour récupérer les données agrégées, il est obligé de faire un get sur mon back-end, qui est obligé de récupérer les données brutes et agréger les données avant de les renvoyer. Et du coup, pour récupérer les données brutes, il pourrait requêter la source opérationnelle. Si j'essaye de mettre des ordres de complexité, du coup, là, je suis en O de N chargement. Plus j'ai d'utilisateurs, plus ça explose. Ouais. Si j'ai, par exemple, 100 utilisateurs. Si je fais un get là-dessus, du coup, je vais être par exemple, j'ai bien découpé mon application, je pourrais être en O de N chargement fois le nombre de graphes pour lesquels il faut que je récupère des données. Okay. Et puis, si chaque graphe a besoin de N sources, du coup, je me retrouve en O de N chargement fois une graphe fois N sources.
Et ça, potentiellement, ça devient un peu fat. Avec juste 100 utilisateurs, je me retrouve à faire 3000 appels à ma base opérationnelle. Pas terrible comme design, on est tous d'accord. Là, on pourrait se dire, je vais mettre un cache directement. Ça fait rire. Je mets un cache sur la partie opérationnelle. En vrai, c'est un réflexe qu'on a parfois. Le code tourne pas du tout. Bon, je mets un cache. Je réfléchis pas plus. Donc là, je mets un cache sur la partie opérationnelle. Ce qui est cool, c'est que je vais moins requêter la partie opérationnelle, la source opérationnelle, et je vais être en nombre d'appels uniques fois nombre de graphes fois nombre de sources. Bon, on appelle ça généralement une optimisation prématurée parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à faire avant de mettre en place notre cache. Donc on revient un cran en arrière, on réfléchit à autre chose, et on se dit, mais il y a un pattern de marché qui existe, c'est d'extraire les données des sources opérationnelles pour les mettre dans des systèmes analytiques. Donc je pourrais mettre un ETL ou un ELT, pas de philosophie à ce moment-là, un truc qui récupère les données sur ma source opérationnelle et va les écrire sur mon stockage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de découpler le fait de requêter l'externe et le fait de servir mes utilisateurs. En fait, je commence à introduire cette notion qu'on a dans les scopes, vous savez, pour découper nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a le scope 1, c'est ce que j'émets moi-même, a priori dans l'informatique on ne fait pas grand-chose. Scope 2, c'est l'électricité que je consomme, les émissions que ça a eu lieu. Et scope 3, c'est tout le reste, dont l'amont et l'aval. Donc l'amont, qu'est-ce qu'ils ont produit comme CO2 pour que je produise mon produit, et l'aval, qu'est-ce qu'on va produire comme CO2 avec mon produit. Et donc là, ici, je viens d'en mettre plein dans, je viens d'isoler l'amont, et je viens de requêter peut-être moins souvent ma source opérationnelle. Et là, je garde ici mon scope 2, où c'est mon électricité que je consomme. Okay, et donc là, du coup, maintenant, je ne suis plus qu'en haut de n source fois n changements, et j'ai plus de corrélation à mon nombre d'utilisateurs, donc ça a l'air assez intéressant. Je pourrais envisager une deuxième amélioration, c'est qu'en fait, à chaque fois, je recalcule mes agrégations dans mon back-end, et si le premier schéma, peut-être qu'on ne l'a pas fait, celui de calculer les agrégations dans le back-end, je suis sûr qu'on l'a tous déjà fait, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, à chaque fois, je refais la même agrégation. Ah, c'est pas celui-là, je me suis trompé, tant pis. Voilà, c'est celui-là. Je refais la même agrégation, et c'est un peu dommage. Alors que mon agrégation ne dépend pas de mon utilisateur, elle dépend principalement de mes données. Donc je pourrais récupérer mes données, agréger, sauvegarder les données agrégées sur mon data lake, et du coup uniquement récupérer les données agrégées, et du coup je retransfère des calculs pour qu'ils soient plus dépendants de mon nombre d'utilisateurs. Celui que je vous ai sauté, c'était une autre idée, c'est le temps réel, souvent on n'en a pas besoin, c'est le truc qu'on met partout. En fait, tout à l'heure j'écoutais ma source opérationnelle sur tous les changements pour récupérer tous les changements en temps réel. Dans le cadre, par exemple, d'une application comme CodeTrager, en fait, il faisait une mise à jour une fois par jour, c'était largement suffisant pour les utilisateurs, et du coup, je peux mettre un nombre de crons pour aller requêter, et ça me permet de gagner pas mal en puissance de calcul. Donc maintenant, je requête régulièrement ma source opérationnelle, je fais mes agrégats. Je pourrais avoir une autre idée, c'est que de toute façon, je vais générer des graphiques, et les graphiques, je pourrais les générer directement au moment où je calcule mes agrégats, puisque je pourrais générer un SVG que j'enverrai après ça pour la suite. Alors là, je commence à faire un sacrifice, parce que maintenant que je calcule mes graphiques, mon utilisateur il va plus pouvoir sélectionner exactement sur cette partie-là, fais-moi ce truc, etc. Je vais avoir l'agrégat une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 12 mois. C'est peut-être suffisant. D'ailleurs, c'est le choix qu'il a fait dans CodeTrager, c'est d'offrir que ces graphiques-là. C'est peut-être suffisant, mais après ça, peut-être que pour certains usages, c'est pas suffisant. Donc là, on commence à descendre ma courbe que je vous représentais tout à l'heure. Je suis en train de faire un sacrifice. J'ai sacrifié un peu d'expérience utilisateur pour gagner en performance. Bon, ce qui est très cool quand même, c'est que mes calculs, du coup, je les fais uniquement au niveau de mes changements de données, et je les fais plus du tout au moment où mes utilisateurs les veulent. Bon, une fois que j'ai fait ça, optimisation suivante, on fait un site statique, ça coûte pas cher. Je fais de l'HTML, je stocke mon HTML et mes images sur un S3, sur un storage disponible, et puis mon utilisateur requête ça. Et du coup, j'ai plus du tout de calcul que je fais au moment où mon utilisateur requête. J'ai eu des frameworks beaucoup plus légers. Moi, j'ai plus de framework. Et j'ai gagné énormément en termes de performance. Alors pareil, je vais peut-être perdre un petit peu en expérience développeur en faisant mon site statique, encore que. Si on résume un petit peu, en fait, mes ordres de grandeur, je suis parti avec mon architecture minimaliste où, à chaque fois que j'avais un chargement, du moins à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'avais en nombre de chargements, fois nombre de graphes, fois nombre de sources, mes opérations internes, et j'avais mes opérations externes en nombre de chargements, fois nombre de graphes, fois nombre de sources. Le premier truc qu'on a cherché à optimiser, c'est les appels externes. Souvent, c'est les trucs les plus longs en plus en termes d'expérience. Donc, on a vu qu'on pouvait les optimiser en mettant un cache, mais c'était un petit peu tôt, en découplant, en devenant événementiel, puis carrément en faisant des crons. Et là, j'ai pu réduire très largement en passant en nombre de sources fois nombre de crons, nombre d'appels que je vais faire, et je ne dépends plus du tout de mon nombre de chargements. Côté opération interne, j'ai réduit grandement en redistribuant sur le back-end et le front-end. J'ai transformé une multiplication, au final une addition, sur nombre de chargements fois nombre de graphes, plus nombre de graphes fois nombre de crons. Et carrément en faisant un site statique, et là du coup j'ai plus que mon ETL qui me prend du compute, mon affichage ne me prend plus de compute.
Bon, les O2N, ça casse un peu la tête, si on se donne des chiffres. J'ai 100 utilisateurs par jour, 10 graphes, 3 sources par graphe, un update par minute, et un cron par heure. Du coup, je suis passé de 3000 opérations internes comme externes à 720 côté des opérations externes. J'appelle plus que 720 fois ma source externe. Et côté site statique, je suis descendu à 240 opérations internes. Alors bien sûr, il y a toujours l'affichage, mais voilà, j'ai réduit beaucoup ma partie opération interne. En fait, j'ai fait 12 fois moins en changeant mon design. C'est les 7 premières années de eRoom. Je vous promettais que 10 ans c'était accessible, là, ici on en a fait 7. Et en termes de requêtes externes, j'ai fait à peu près 4 fois moins, donc j'ai fait 4 ans de eRoom. Cool, j'ai fait une application qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. Allez, on fait Covid Tracker à peu près. 1 million d'utilisateurs par jour, 20 graphes, 3 sources par graphe, un update par seconde peut-être, un cron par minute. Je viens de passer de 60 millions d'opérations internes et 60 millions d'opérations externes à peu près 30 000 opérations internes, donc 2000 fois moins, 22 ans de eRoom. C'est vachement plus performant. Et 60 millions de requêtes externes, je les ai descendus à 90 000 requêtes externes, j'en ai fait 700 fois moins. J'ai mes 9 premières années de eRoom, je suis plutôt gagnant. Cool. Ça vous va? Si je les remets sur mon modèle mental, du coup, j'avais mon approche minimaliste, un peu nulle, que j'ai fait là ici. C'était pas performant, c'était pas lisible, c'était pas maintenable, etc. Je l'ai amélioré en découplant analytique et opérationnel, bonne pratique. Plus maintenable, je peux avoir, pourquoi pas, 2 compétences. J'ai challengé mon besoin en temps réel, en vrai c'est pareil, toujours bonne pratique, on n'en a souvent pas besoin. J'ai fait, et c'est beaucoup plus simple à maintenir, j'ai fait les calculs au meilleur endroit, c'est-à-dire j'ai tout mis dans mon ETL, trop bien, j'ai gagné pas mal de temps. Et puis, donc là, tout ça c'est la partie bonne pratique, et j'ai gagné énormément. Et puis je peux faire des choix conscients qui vont dégrader certains autres axes, tels que le cache ou le site statique, mais qui vont me permettre de gagner en performance. Ok, c'était mon premier exemple d'un point de vue un peu architecture. Maintenant, on va regarder plus bas niveau, d'un point de vue code, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, je vous montrerai plein d'exemples en bataille. Je vous propose un exemple pour illustrer, on va faire du calcul bête et méchant. On se fait un jeu de données, on met des numériques avec, en float 32 avec 50 millions de lignes, c'est des numériques, ok. On met des lettres A, B, C, on les répartit à balles, et puis on a fait des partitions, je crois que j'en ai fait 100. Ok. Donc là, j'ai un gros dataset de 50 millions de lignes, et puis on va faire une tâche débile, mais qui ressemble à ce qu'on fait souvent quand même. On va calculer une moyenne sur les numériques et une proportion de A. Alors, si je code ça, donc je vais coder ça et je vais évaluer ma performance. Et c'est là où ça devient un petit peu tricky, c'est qu'il va falloir que je prenne des mesures de performance, et c'est pas toujours évident. Je vais vous parler d'abord du CPU. Le CPU, pour l'instant, le meilleur truc que j'ai trouvé pour mesurer mon usage CPU, ça va être mon temps de calcul, à peu près. Alors, il pourrait avoir un slip et rien faire sur son CPU. Mais là, je me dis qu'il va être intense en calcul, donc c'est bon, il va l'utiliser vraiment. Je vais regarder mon temps de calcul comme usage CPU. Pour la mémoire, j'ai trouvé 2 approximations qui peuvent être intéressantes. J'ai la première, alors je vous disais, je vais faire du Python. J'ai cette méthode 6.getSizeOf en Python qui me donne la taille d'un objet. En gros, il mappe là mon data frame, il va dire, un float 32, ça fait ça. T'en as mis 50 millions, bon, ça fait 50 millions de fois ça. Et il me dit, voilà, c'est ça la taille de ton objet. A l'inverse, je peux mesurer un peu plus bas avec un outil qui s'appelle Memory, la mémoire utilisée par Python. Et on va voir que c'est assez rigolo parce que ça donne des résultats un peu différents parce que, en fait, entre ce que j'ai et ce qui se passe réellement en Python, il y a des optimisations qui sont faites. Et même chose, il y a des optimisations qui sont faites entre Python et C en dessous. Et du coup, on va retrouver des résultats qui sont parfois différents, où je vais avoir des objets plus gros, mais un max mémoire utilisé plus faible, des choses comme ça. Allez, je fais une première implémentation de mon approche. Ce que je vous propose, alors ça ressemble à du code de développeur classique, je l'ai fait en Python, mais en vrai en C, ça ressemblerait probablement à peu près à la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je définis une fonction où je lui file où sont mes données. J'initialise 3 variables, donc ma somme totale, mon nombre de lignes et mon compte de A. J'ouvre mon fichier, je passe toutes les lignes une à une, et à chaque ligne, je récupère du coup le numérique et je l'ajoute à la somme, j'incrémente mon nombre de lignes et j'incrémente mon nombre de A. Okay. Et puis à la fin, je peux faire mon retour de mon calcul, donc total sum divisé par nombre de lignes et count divisé par nombre de lignes. Alors si on regarde un petit peu nos métriques, ce truc-là, sur mon laptop, donc c'est un Intel i7 avec 32 Go de RAM, ça met 82 secondes, donc c'est plutôt lent honnêtement pour faire ça. Par contre, le plus gros objet en mémoire, il est très petit, 104 bits, et de mémoire c'est le reader qui prend pas mal de place. Et j'ai un pic mémoire là ici beaucoup plus gros à 48 mégas. En fait, on a l'impression qu'on n'utilise pas grand chose, mais bon, on a chargé des librairies, et puis il y a peut-être la garbage collection qui se passe pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Okay.
Les avantages, donc là j'ai aucun framework, c'est à peu près le même code dans tous les langages, c'est plutôt très parcimonieux en RAM, par contre c'est très lent. Bon. Quand on est dans le monde de la data, on a des librairies pour faire ce genre de choses, et notamment en Python, il y a une librairie qui s'appelle Pandas, l'acronyme là c'est PD. On a l'habitude d'écrire import pandas as PD au début, et elle me permet de faire ce genre de choses, et là le code est assez élégant parce que je lis mon fichier, après ça je calcule ma moyenne avec une méthode min qui m'est proposée, je calcule ma part de A en faisant la somme du nombre de A divisé par la taille totale, et puis ça me rend mon résultat. Ce que j'aime bien là, c'est que mon code est découplé, j'ai mes deux règles métiers bien séparées, un peu plus que tout à l'heure. C'est assez intéressant parce que du coup, si elles sont plus complexes, je vais pouvoir les isoler dans des fonctions. C'est ce qu'on écrit normalement quand on est data quelque chose en sortie d'études ou si on demande à Copilot de nous faire un truc, il devrait faire ça à peu près. Par contre, ça pique. Alors ça va plus vite, ça met 43 secondes, mais là j'en suis à 3 gigasets sur le plus gros objet parce que là j'ai tout chargé d'un seul coup en mémoire, donc je viens de pulvériser ma mémoire. Et il y a des petites optimisations qui se passent quand même en dessous, donc mon pic mémoire est plus faible. Et je vais prendre ça comme valeur de référence pour chercher à optimiser après ça au fur et à mesure. Alors on pourrait être un peu plus frugal dans nos optimisations. Je vous ai dit, il y a 3 colonnes dans mon jeu de données, j'ai pas besoin de charger les 3. Ça paraît naïf, mais c'est important de le faire. Du coup, je peux juste en charger 2. Donc ce que je change, c'est que je lui dis, charge juste ces 2 colonnes. Et puis je relance mon benchmark, je remesure. Qu'est-ce que je vois? Je gagne 10% à peu près en mémoire. Normal, c'était une colonne qui était quand même pas très lourde, c'était pas des numériques, là c'était une catégorie. Non, c'était un int de un truc. Donc je perds un petit peu en mémoire, c'est cool. Et je gagne aussi en temps de calcul. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, à la lecture du CSV, il passe son temps à mapper les lignes une à une et à se dire, attends, ça, du coup, c'est un float, ça, c'est une catégorie, et ça, c'est un int. Ça, c'est un float, c'est un int. Et du coup, je vais gagner tout le temps où il chargeait, il essayait de parser ses int. Donc, c'est cool, j'ai gagné du temps, j'ai gagné de la performance. Donc là, clairement, on est sur la partie montante de ma courbe. Faites-le toujours, chargez que les données dont vous n'avez pas besoin, c'est pas la peine de tout charger. Ensuite, on peut avoir une version un peu plus éclairée. Il y a le format parquet qui est maintenant très répandu, très connu. Donc c'est un format binaire, orienté colonne, très pratique pour faire de l'analyse de données. Et en plus, il garde le type des données. Donc il n'y a plus besoin de parser le type pour essayer de deviner quel est le type et de faire de la magie derrière. Ok. Donc là, j'ai sauvegardé mon fichier en parquet. Qu'est-ce que ça change? Je change ma méthode de lecture, et uniquement ça. Et je vais gagner énormément d'un seul coup. Pourquoi? Je vais gagner beaucoup parce qu'en fait, il garde le type. Et comme il a gardé le type, il va se souvenir que float 32, c'est bien des float 32, il va les mettre directement en float 32, et la catégorie, il va la garder en catégorie. Il ne va pas chercher à la remettre dans une string qui prend une tonne de place en mémoire. Ok. Il passe pas son temps à parser à la lecture, donc là je vais gagner 63% de mon temps par rapport à ma valeur de référence, donc il va passer beaucoup moins de temps à parser, puisque pareil, tout est déjà typé, donc il peut le remapper directement en mémoire. Donc ça c'est vachement cool, et d'ailleurs l'écriture est aussi beaucoup accélérée puisqu'il n'y a pas besoin de remapper vers du texte. Le seul inconvénient, je ne peux plus l'ouvrir dans Excel, ça me gêne pas trop perso, mais après ça on peut imaginer de l'exposer différemment, il y a des éditeurs pour lire ça. Ensuite on pourrait envisager de découper le truc, c'est peut-être pas la peine de tout charger en mémoire, de tout mettre en mémoire avant de faire mon calcul, je pourrais faire ça par lot. Alors comment je fais ça par lot? Je me retrouve un petit peu avec mon premier code que j'avais tout à l'heure, sauf que là je récupère toutes les partitions, puisque j'ai partitionné mon fichier sur 100 fichiers, je réinitialise mes variables, et pour chaque partition, je lis, j'incrémente mon total, j'incrémente mon nombre de lignes, j'incrémente mon nombre de A, et je retourne le résultat. L'avantage, c'est que là, je vais avoir une réduction drastique de mon usage mémoire, parce qu'en fait, en mémoire, je charge plus qu'1 centième de ce que j'avais tout à l'heure. Donc j'utilise beaucoup moins de mémoire. Par contre, le coût que je paye, c'est que je crois être un tout petit peu plus lent que tout à l'heure, c'est ça. Là, j'avais 16 secondes pour faire tout d'un coup. Là, je suis un tout petit peu plus lent parce que je paye un peu de glu de « Ok, vas-y, l'achat, j'en ai plus besoin, retourne lire un fichier, retrouver le fichier, etc. » Donc je repaye un petit peu de glu, je suis un tout petit peu plus lent que tout à l'heure. Donc j'ai gagné énormément en mémoire, mais j'ai perdu un petit peu en temps. Par contre, le code est beaucoup plus complexe. Il y a pas mal de code de glue. Là, je me retrouve avec une ligne pour trouver toutes mes partitions, une ligne pour itérer, et je suis obligé de mélanger un petit peu mes règles métiers puisque j'ai envie de mutualiser mon calcul de nombre de lignes. J'ai pas envie de le calculer 2 fois. Ok. Je pourrais continuer, maintenant que j'ai découpé en plusieurs partitions, je pourrais le paralléliser. Alors le paralléliser, à quoi ça ressemble? L'idée, c'est que je fais une petite méthode isolée qui fait mon calcul. Donc elle est en charge uniquement de calculer mes règles métiers, elle lit le fichier, elle calcule les règles métiers, elle retourne. Et puis j'ai une méthode un peu plus moche qui se charge de trouver toutes les partitions, je lui donne le nombre de cœurs qu'il va utiliser, d'ouvrir un pool de cœurs à utiliser, de mapper tout ça, et de reduce le résultat, donc de reduce, c'est-à-dire de consolider tous les résultats pour me donner le bon résultat. Alors ce qui est cool, c'est que je gagne énormément de temps. J'ai pas mal réduit mon temps de calcul, j'ai divisé par rapport à la version précédente. Mon pic mémoire est plus faible. Là, je suppose, c'est qu'il doit mieux nettoyer la mémoire quand il a fini son traitement sur une partition. Donc ça, c'est assez élégant. Et mon plus gros objet, il a
J'en ai 8, potentiellement 8 en parallèle en même temps, donc j'en prends un peu plus. Alors, cet indicateur de temps, il est trompeur quand même, parce que bien sûr, je mets 2 fois moins de temps, mais en fait, j'ai 8 fois plus de cœurs monopolisés. Potentiellement, j'ai utilisé 4 fois plus de CPU que tout à l'heure. Parce que je vais payer de la glu entre le map et le reduce. Je continue. Allez, il y a un framework qui s'appelle Spark qui permet de faire des calculs sur des grosses données. Donc là, c'est un autre framework. Je change complètement le style de mon code. Je me retrouve à initialiser une Spark session. Après ça, je lis le fichier. Je dois lui faire un calcul. Puis après ça, je collecte mon résultat. Je fais un count, etc. Je change pas mal le framework. En fait, surtout ce que ça cache, c'est que là où Pandas n'est pas lazy, Spark est lazy. C'est-à-dire qu'il fait le calcul qu'à la fin. Donc c'est un autre style de façon d'écrire le code. J'avais moins d'outils pour l'observer, j'ai peut-être passé un tout petit peu moins de temps parce que c'était pas mon point, mais c'est surtout que ça prend vachement plus de temps que mon optimisation tout à l'heure, mon code optimisé en Python, parce que là maintenant je vais passer pas mal de temps à faire de la plomberie de Spark et notamment démarrer la Spark Session. En plus, le mapping avec Python est pénible parce que, alors ils l'ont changé récemment, mais avant ils recréaient l'objet exactement entre la mémoire Python et la mémoire Spark, ils étaient obligés de dupliquer la donnée en mémoire. Donc il passait pas mal de temps à faire ça. En fait, Spark c'est vachement cool, mais pour faire des très très gros calculs, sur beaucoup plus que ça, il faut de l'ordre de la centaine de gigas pour que ce soit intéressant. Là, sur 50 millions de lignes, pas besoin. Allez, j'en essaye une dernière. On m'a parlé de cette mode là, de tout recoder en Rust et puis de faire juste des interfaces en Python. Rust c'est cool parce que c'est vachement plus performant. Donc là, ça s'appelle Polars. La promesse, c'est juste de remplacer l'import pandas ASPD par un import polars ASPL et puis de mettre pl.readparquet plutôt que pd.readparquet. En vrai, cette promesse n'est pas tout à fait tenue, ils ne pouvaient pas la tenir parce qu'ils ont changé de philosophie. Là où pandas fait tout de manière séquentielle, ils sont lazy, ils vont faire que à la fin, et donc du coup on se retrouve nécessairement avec des différences qui arrivent. Bon, on s'en sort quand même. Alors, ça pulse, la promesse de Rust est tenue, ça pulse complètement. En termes de plus gros objets, là je suis reparti sur une approche où je charge tout en mémoire, et Rust me donnait une méthode qui permettait de calculer la taille de l'objet, et c'est quand même intéressant. Donc c'est cool, ça pulse, mais c'est dans un autre style, d'autres compétences, et je sais pas si dans un vrai projet à l'échelle où j'ai que des gens qui savent faire du Python, j'ai envie d'introduire de la compétence Polars au milieu, où il faut que je le fasse vraiment au bon moment, si j'en ai vraiment besoin. On regarde un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc mon approche naïve, j'étais autour de 3 Go en mémoire et 43 secondes de calcul. Donc là, ça c'est cool si vous faites des prototypes, mais sinon, faites pas ça. Et puis on a fait des optimisations successives en sélectionnant les bonnes colonnes, en passant en parquet. Puis on a fait des chunks, là on commence les compromis, on a paralysé, on a fait du PySpark. Et en fait, tout ça, on a vu qu'on arrivait jusqu'à l'approche. Donc l'approche parquet qu'on doit faire toujours, on a divisé par 2. Bon, on a fait 2 années de Heroom, on a divisé par 2 notre puissance notre pic mémoire nécessaire, à peu près par 2 notre temps de calcul, c'est cool. Et on peut aller plus loin si on le souhaite. Hop, je continue à résumer le truc. J'ai l'impression qu'il y a une slide qui a sauté. Pardon, c'est pour ça que je bug. Donc l'approche naïve, elle était en bas. L'approche Flugel, bien sûr, c'est une bonne pratique, ça a tout amélioré. L'approche parquet, ça a tout amélioré globalement. Et puis après ça, j'ai fait quelques choix conscients qui ont peut-être dégradé certains axes, mais amélioré ma performance de code. Je voulais refaire un petit focus sur la partie agentic engineering. Ce qui est marrant, c'est que, ce qui est cool, c'est que même si les modèles ont été entraînés sur GitHub avec plein de repos pourris, ils sont quand même très très bons. Et ils font globalement du code de meilleure qualité que ce qu'aurait fait peut-être un dev junior il y a quelques années. Et donc il y a pas mal de bonnes pratiques qui ont été adoptées. Donc limite le bas de ma courbe a été adopté directement. Donc ça c'est vachement cool. Mon expérience, par contre, montre que le même outil, utilisé par quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il fait, il va faire n'importe quoi, et si tu sais à peu près où tu veux aller, tu t'en sors à avoir un truc bien. Je ne sais pas trop pourquoi, ça doit être notre façon de prompter. Et du coup, le vibe coding, ça fait vraiment, surtout quand on ne sait pas ce qu'on fait, ça fait vraiment n'importe quoi, et ça donne du code pas du tout optimisé, et très très lent, et difficilement maintenable. Alors que quand on sait ce qu'on lui demande, ça rend bien. Il est tout à fait possible de demander à l'agent d'optimiser, donc on pourrait lui dire, attends, dans ton agent.md, pense à faire du code optimisé, parcimonieux, etc. Le truc important, du coup, c'est de lui donner des outils pour mesurer, parce que s'il cherche juste à optimiser sur la base de « je peux pas mesurer », il risque de faire un peu n'importe quoi. Et il faut quand même être vigilant. Je suis convaincu que si on lance Opus sur une session en mode « tiens, optimise la performance et voilà comment la mesurer », et on le laisse tourner, il va arriver sur un truc qui va dégrader tous les autres axes sans aucun souci pour aller maximiser sa métrique de temps de calcul ou de mémoire. Donc on peut lui demander, mais il faut être vigilant à ne pas l'envoyer trop loin, donc c'est de l'optimisation multi-objectif. Je voulais continuer en vous donnant pas mal d'exemples variés, parce que là, du coup, je vous en ai fait des traits d'atteinte. Et voilà. Premier exemple varié, explorer sa consomme de coûts. Alors, du coup, là, c'est une console de coûts d'une data platform sur AWS.
Le truc que vous voyez, donc, c'est pour chaque mois les coûts que ça a représenté. Et le truc intéressant, c'est de voir que le premier coût, qui coûte près de 2000 balles ou 3000 balles par mois, c'est le Key Management Service. C'est un truc qui stocke des secrets. Pas tout à fait normal. On n'est pas censé avoir un coût pareil sur les secrets. En fait, ce qui se passait dans ce cas-là, c'est qu'ils stockaient des fichiers encryptés, bonne pratique, mais ils avaient des milliers de petits fichiers, et ils avaient aussi leurs fichiers de log là-dedans. Du coup, ils encryptaient leurs fichiers de log, bref, des milliers de petits fichiers, et ils cachaient pas du tout la clé. Et du coup, ils passaient leur temps pour chaque petit fichier, à chaque fois qu'ils voulaient écrire ou le lire, ils rappelaient le KMS qui te facturait au nombre de millions d'appels, et puis au bout d'un moment, ça coûte cher. Deux choses qu'on a changé, les logs, il n'y avait pas besoin de les encrypter, et deuxième truc, on pouvait cacher la clé, et du coup c'était juste de la config, et ça a permis d'économiser pas mal de milliers de dollars. C'est des milliers de dollars, mais c'est aussi du compute, du coup, puisque c'est des appels API qui partent plus. Deuxième truc qu'on voyait, c'était les coûts du stockage. Là, c'est les coûts de S3. En rouge, c'est les taxes. Bon, on peut pas trop. Bon, c'est proportionnel au reste. Les coûts du S3 étaient plus importants que les coûts du compute, ce qui est un peu bizarre. Et en fait, en creusant, on a découvert qu'il y avait 5 Tera de logs qui ne servaient pas à grand chose, qui étaient stockés, qui n'étaient pas archivés. En les supprimant, ça a permis de gagner pas mal de place. Un truc de BI, un tout petit peu moins mon métier, mais une fois on m'a dit en BI, donc quand tu fais des dashboards sur Power BI, Tableau, je sais pas quoi, tu as fait du mauvais boulot quand c'est lent. Ça m'a vachement parlé, je l'ai gardé celle-là. En fait, ce qu'ils faisaient dans ce cas-là, sur ce projet-là, c'est qu'ils inséraient 50 millions de lignes dans Power BI, et le lendemain ils en inséraient 51 millions, puis le lendemain 52 millions, etc. Et ils faisaient à chaque fois les calculs agrégés à la volée pour l'utilisateur, un petit peu le cas que je vous ai décrit tout à l'heure. Du coup, c'était super lent. Là, on fait ce qu'on a fait dans le premier exemple. On fait tous les calculs des agrégats à côté data engineering avec des bail pipelines et on ingère de manière éventuellement incrémentale dans Power BI et puis on affiche ça et ça va très vite. C'est des vrais exemples de la vraie vie. J'en ai un autre comme ça, donc ils avaient un job Spark pour faire des calculs et en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'à minuit ils calculaient de minuit à minuit 1 et à minuit 2 ils calculaient de minuit à minuit 2. Et puis à 23h, ils calculaient de minuit à 23h sur les données, les agrégats qu'il fallait faire, etc. Et le problème qu'ils avaient, c'était que Spark était trop lent, donc il fallait mettre plus de puissance de calcul. Ça me trigger toujours un petit peu, donc on est allé voir le truc. Et en fait, ce qui était lent, c'est que du coup, ils n'arrivaient pas à faire les 23 heures de calcul en fin de journée. En début de journée, ça passait très bien, et vers 13h, 14h, ça commençait à bloquer. Donc la proposition, ça a été de refacto complètement le code. On a réécrit ça en Python, un script incrémental, donc calculer minute par minute plutôt que de tout recalculer. Idempotent, parce que si par hasard on s'était raté, quand on avait raté une minute, on pouvait refaire le calcul, ça marchait. Et puis on faisait l'append. Et du coup, on a gagné énormément en rendant le code plus efficient plutôt qu'en mettant plus de puissance de calcul. Souvent, Spark, dans la majorité des cas, on n'en a pas besoin. Celui-là, c'est une histoire de gestion de la mémoire. En gros, l'idée du code, c'est que j'initialise un truc vide, et puis après ça, je vais lui rajouter des choses au fur et à mesure. Je fais un concat sur mon objet au fur et à mesure, et je vais agrandir l'espace mémoire. Et en fait, je passe mon temps à faire de l'allocation mémoire, parce que là, j'arrive, il me dit « Ah ok, tu veux un truc qui est petit, tiens, voilà un petit espace mémoire. Ah, maintenant, tu veux un truc qui est 2 fois plus gros. Ok, tiens, voilà un truc qui est 2 fois plus gros. Puis 2 secondes après, tu veux un truc 3 fois plus gros. » Et il passe son temps, du coup, à remapper des choses dans la mémoire, à réallouer des espaces mémoire. La proposition là ici de refacto qui est faite, c'est de dire attends, en fait plutôt que de créer mon objet plus gros d'abord, je vais lister tous les trucs dont j'ai besoin pour faire mon objet plus gros. Donc là j'ai tous mes objets en mémoire et dans la liste je vais mettre juste des références. Je vais lui dire tiens, celui-là, 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 celui-là. Et à la fin, maintenant calcule ce qu'il te faut, alloue ton objet mémoire et fais le résultat. Donc là dans ce cas-là on avait gagné 30% de temps de calcul. Et pas mal de mémoire. Catégorie choix conscient, là maintenant on n'est plus dans la bonne pratique, c'est au moment de... quand vous requêtez alors une base de données ou un file system, en gros ce qui se passe c'est j'ai une big list of fichiers et puis j'appelle mon reader. Et mon reader derrière, qu'est-ce qu'il fait j'appelle ma méthode standard, donc je fais un pd.read et puis il va aller lire le truc. Et en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois il initialise une connexion, donc il dit salut je peux me connecter, oui, ok tu veux bien, c'est bon. Maintenant je peux avoir les données, oui tiens, et je te rends la connexion. Et il passe son temps à se connecter et se déconnecter. La proposition, on a vu qu'on fait énormément d'appels, en fait, ça serait de cacher la connexion et de garder la même connexion. Donc là, c'est par rapport à un S3, mais on pourrait avoir on a la même histoire d'ailleurs avec les bases de données. Plutôt que de me connecter, je vais garder en stock mon container client qui cache ma connexion et puis juste récupérer les données par là. Mon code est un peu plus moche, c'est pour ça que c'est la bonne pratique. Moi, c'est du choix conscient plutôt que la bonne pratique. Mais là, je vais gagner tout le temps de connexion. Et là, comme j'avais énormément de petites interactions avec le stockage, j'ai divisé par 2 mon temps de calcul, j'ai arrêté de passer mon temps à me connecter. On avait eu la même blague sur une base Postgre, où là c'était encore pire, c'était que Python faisait semblant de fermer la connexion à la base Postgre, donc il disait ouais c'est fermé, mais côté Postgre il n'est pas du tout fermé. Et du coup tu le saturais parce que tu te reconnectais, au bout d'un moment il n'y avait plus de connexion disponible.
Je vous parle de vraies librairies Python abouties, hein, je vous parle pas je vous parle pas d'un code que j'ai mal fait. Il y en a partout, même chez ceux où on se dit qu'ils ont bossé le truc. GTA V, je crois que c'est Damien hier qui en parlait aussi de la même anecdote, désolé. GTA V, ils avaient un loading time qui était super lent. Ouais, l'application complexe, jeu complet, etc. Le loading time était très lent. Ils avaient un load time de 7 minutes au début, qui était super pénible. Et il y a un développeur qui s'est un peu agacé et qui a rétro-ingénieré le code. L'article est assez impressionnant parce qu'en fait, il a mis beaucoup plus d'énergie à être capable d'accéder au code qu'à résoudre le problème de performance. Donc il a mis en place plein de stratégies pour réussir à trouver où était le bottleneck. Et en fait, ce qu'il a trouvé, c'était qu'au moment du parsing de XML qui donnait toutes les informations du shop, en fait, il le faisait plein de fois. Et il le faisait assez mal. Et notamment, il y avait une condition inutile où il vérifiait un truc, et donc ça prenait pas mal de temps de calcul, et ça ne servait à rien. Et deuxième truc, c'est qu'il a caché sur une méthode, il a ajouté un cache sur une méthode, et ça lui a permis de passer de 7 minutes de load time pour GTA V à 1 minute 50. Expérience utilisateur énorme, gain en CPU énorme, et plus besoin de changer de machine pour le faire tourner. Alors ce qui est très cool, c'est que Rockstar a été fair play et il lui a filé un bounty de 10 000 $. Alors ils ont pris un bounty de sécu normalement, ils lui ont filé. Donc assez impressionnant. Et en vrai, il a vraiment passé son énergie à juste accéder au code parce que les défauts, il les a trouvés assez rapidement. Côté OVH Cloud, ils ont fait un autre ex, eux, ils avaient un système où il fallait qu'ils archivent, je crois que c'est à des fins réglementaires, tous les noms de domaine et leurs contacts. Ils doivent faire ça toutes les semaines. Le truc, c'est que du coup, OVH Cloud, c'est pas mal développé et il y en avait de plus en plus. Et leur pipeline, au bout d'un moment, a atteint 4 jours pour runner. Sachant qu'ils doivent le faire toutes les semaines, donc ils commençaient à stresser un peu. Ils se sont lancés dans un refacto, et en fait, c'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est qu'ils requêtaient tout le temps la base analytique, plutôt que de faire un extract vers un système opérationnel et utiliser les techniques faites pour faire ce genre d'analyse de données. Donc ils ont tout découplé, ils ont mis en place les bonnes solutions, et ils ont gagné 38 000% de performance, donc ils ont fait à peu près 8 ans de Heroom. Côté site web, ça marche aussi. Alors je vous avoue que le front et tout ça, c'est pas trop, j'ai pas beaucoup d'expertise, mais je sais que ma boîte, ils ont bossé pas mal sur le site web et pour réduire vachement le coût que ça représente. Donc ils ont fait la majorité du site en site statique, donc il n'y a pas besoin de back-office gourmand. Toutes les images, ils les ont compressées et ils les ont optimisées pour être à la bonne taille et plus légères. Et en plus, maintenant ils affichent même le tracking, et du coup ils arrivent à faire des pages qui font autour de 1 mégaoctet pour une page d'un site institutionnel, là où certains équivalents font 30 fois la taille. Parce qu'ils ont un peu bossé sur leur truc. Hop, qu'est-ce que j'ai Il y en a une sur optimisation d'images Docker, c'était... je me souviens plus de leur boîte, pardon. Mais je vous recommande le talk où en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une image Spark et plutôt que de prendre l'image Spark standard qui fait 1,5 giga, ils se sont dit nous on n'a pas besoin de tout et puis ça nous embête cette image qui est beaucoup trop grosse et qui est trop lente à pouler, etc. Et du coup ils ont reconstitué leur propre image pour avoir juste ce qu'il faut. Alors, pour moi, c'est un choix conscient, c'est pas forcément une bonne pratique, c'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir qu'ils maintiennent leur image à eux par rapport à l'image de marché, mais par contre, ils ont peut-être beaucoup gagné, donc il faut vraiment que ce soit un choix conscient. Bon, à l'heure de l'IA générative, je devais quand même en parler un petit peu. RTK, Rust Token Killer, ça marche super bien, ça s'installe très bien. C'est un truc qui permet de compacter les résultats de vos commandes bash dans votre terminal. Vous savez, vous faites un find ou un ls et puis il va tout mettre et puis il va y avoir plein de détails qu'en fait le LLM n'a pas besoin. Et du coup, il va compresser tout ça en Rust pour envoyer moins de tokens en input de votre LLM. C'est assez canon. En l'utilisant en une semaine, j'ai gagné à peu près 1 million de tokens comme ça. Coûte pas cher, c'est pas mal. De l'autre côté, il y a, pour sortir l'output, il y a plein d'outils, je vous parle de celui-là parce que c'est celui que j'utilise, mais il y en a plein d'autres qui existent. Côté output, ce qui nous coûte cher aussi, il y a Caveman qui est une proposition, c'est une skill qu'on peut intégrer, qui va permettre de régler la verbosité du LLM et lui permettre parfois de nous répondre de manière très concise pour limiter le nombre de tokens en sortie. Alors là on est plus, autant RTK on est dans la bonne pratique parce qu'il n'y a pas de compromis, autant dans Caveman il y a un petit peu de compromis parce que s'il est trop concis, on va peut-être perdre du signal d'information intéressante. Et il y a sûrement plein d'autres histoires, et je suis très curieux si vous en avez, de m'en raconter vos histoires où vous avez divisé par beaucoup votre puissance. Je conclus, puis on aura le temps pour quelques questions, si vous voulez. Donc je vous rappelle, l'idée c'était de passer d'un monde où on multiplie toujours par 2 notre puissance de calcul et nos besoins pour faire la même chose, à un monde où on garde la même puissance de calcul et on divise par 2. Puis bon, après ça, on s'est pris les GPU. J'étais un peu dégueu. À l'échelle d'une application, c'est clairement possible. Peut-être mon Rex vraiment personnel, c'est que ça fait 3 ans que je bosse sur une data platform. On a ajouté des flux au fur et à mesure. Et en fait, on a très peu changé la puissance de calcul disponible. On ajoute des flux au fur et à mesure. Et dès que ça coince, on optimise ce qu'on a en dessous pour pouvoir en remettre dedans.
On peut bosser sur l'architecture pour faire les bons calculs, sur le stockage pour stocker de manière efficiente nos données, sur le code pour faire les choses de manière efficiente, et puis pourquoi pas utiliser l'algorithmie au service de notre problème. Ça demande un petit peu de leadership au niveau de l'équipe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce sujet, ça fait l'affaire. Si on veut scaler au niveau de l'organisation, là, il faut un leadership plus fort. Il faut qu'il y ait un CTO, un DSI qui se mouille. Decathlon, par exemple, s'est mouillé là-dedans. Le CTO de Decathlon a fait des confs là-dessus où il s'est mouillé pour aller suivre l'usage des applications et s'assurer qu'il n'y a rien de déconnant. La proposition que je vous fais, c'est de reprendre l'existant, de faire deux choses, reprendre l'existant et améliorer le futur. Pour reprendre l'existant, c'est la loi de Pareto, il faut aller trouver les applications qui bouffent le plus, donc aller mesurer au niveau du système, et c'est là où Decathlon m'a assez impressionné, c'est qu'ils l'ont fait sur toute leur Digital Factory, mesurer toutes les applications un petit peu ce que ça fait. Les refactorer, en tirer des bonnes pratiques idéalement, et puis pourquoi pas trouver des besoins d'expertise. Peut-être que notre problème c'est d'avoir des bases de données ultra intenses en time series, du coup ok, développer une expertise time series très forte, un centre, contribuer aux librairies open source, etc. D'un point de vue agentic engineering, ils ont fait Mythos, Anthropic a fait Mythos pour trouver les failles de sécurité. On pourrait avoir un modèle qui trouve les failles d'Optim, ce serait cool, ce serait vachement bien. Et pour améliorer le futur, mettre en place des bonnes pratiques dès maintenant, penser au refactoring et puis intégrer dans vos agents.md ou whatever des considérations de performance. Dites-lui, cherche à faire des trucs pragmatiques au moins. Moi, à titre individuel, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Ça veut dire qu'il faut apprendre à profiler, à mesurer la mémoire et le CPU. Peu importe votre langage, être capable de faire ça. Prendre du recul sur la gourmandise en CPU, en RAM de ce que je suis en train d'écrire, est-ce que c'est vraiment le meilleur truc? Et puis aller regarder les nouveaux frameworks sous un angle parcimonieux. Ah tiens, ce truc c'est pas mal, ça me permet de réduire pas mal de choses. C'est tout ce que j'avais, je suis très preneur de vos feedbacks sur le programme du DevQuest, et puis je vous mettrai les slides bientôt là, si vous en voulez. Merci. Alors, merci. Pensez bien au feedback, c'est important pour les speakers. Est-ce qu'il y a des questions? On a un petit peu de temps. Levez bien la main. Pas tous en même temps. Okay. Pas de questions ce coup-ci? Bon. Quand j'étais développeur junior, tout jeune, embauché dans une boîte près de Marseille, on a eu un gros problème à une livraison. À l'époque, on n'était pas tous branchés optimisation. Et donc, on livre une grosse mise à jour pour un client. Tout se passe bien jusqu'au soir où là, la heap memory explose, le serveur tombe. Excusez-moi. Et donc, du coup, on s'est rendu compte, en analysant le code, alors j'ai pas toutes les métriques parce que ça remonte à 15-20 ans maintenant, mais que voilà, en utilisant des strings en Java, c'était du Java, au lieu de string buffer et string builder, on faisait exploser la mémoire. Ne serait-ce que sur des petits trucs comme ça, on a économisé énormément de choses, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques peut-être qu'il faudrait définir. Et ce qu'on avait fait en suivant donc ce problème-là, c'est qu'on avait listé en fait les choses qu'on considérait comme interdites et les bonnes pratiques à suivre dans les codes pour tous les développements à venir. Et ça nous avait permis quand même d'éviter un nouveau crash par la suite, quoi. Donc je ne sais pas si après ça peut inspirer d'autres personnes de faire ça, mais ouais, c'est super. Ouais, merci pour ton anecdote. Alors oui, il y a les bonnes pratiques. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est donc quand on profile, on peut voir le résultat de qu'est-ce qui prend du temps ou qu'est-ce qui a pris de la mémoire. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça vous surprenne, ce résultat. Et souvent, la première fois qu'on le fait, il y a un truc qui prend tout le temps, et on se dit, mais c'est quoi ce truc qui prend tout le temps? Si c'est vachement bien distribué, ou si on sait que c'est le nœud du calcul qui était là, bon ok, vous êtes bien. Mais si c'est pas distribué, si c'est un seul truc dans un coin, genre le load de GTA 5, bon là clairement, vous avez un problème et vous allez pouvoir optimiser et supprimer tout ça. Et typiquement, c'est un peu l'anecdote que tu donnes, j'ai l'impression, c'est il y avait c'est au niveau du string que vous gérez mal la mémoire, et puis ça aurait dû sauter dans tous les outils de profiling où vous voyez ça directement. Encore d'autres questions? Moi j'ai une expérience similaire, où un traitement en cron qui durait 26 heures, qu'il fallait lancer tous les jours. Et alors? Ouais, alors on avait fait de la merde. Et t'es descendu à combien? Il fallait l'optimiser. On était descendu à 1h30. Voilà, gratuit. Ouais, si c'est lent, c'est pas une fatalité. Il faut juste aller regarder et ce sera... On avait paralysé le job et tout ça, mais c'était pas mal. Ok, pas de questions. Écoutez, on applaudit Emmanuel, on le remercie. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions plus tard, tu es disponible toute la journée? Je suis là. Voilà, très bien.